Il se passe quelque chose en Biélorussie. Ce sont les mots de l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmitry Kuleba, qui s'exprimait en avril dernier. Le sujet de conversation concerne les rumeurs selon lesquelles l'État satellite russe qu'est la Biélorussie, sous forte pression du Kremlin, pourrait attaquer l'Ukraine, ce qui serait la plus grande surprise de la guerre depuis des mois. Kuleba n'est pas seul à avertir sur ce risque. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a laissé entendre que Minsk pourrait préparer quelque chose, tout comme le commandant des forces armées, Oleksandr Syrsky. Même la dirigeante de l'opposition biélorusse en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, a récemment laissé entendre qu'il se passe quelque chose dans son pays natal. Tout cela soulève une question majeure qui s'impose. La Biélorussie est-elle vraiment sur le point d'envahir l'Ukraine ? Eh bien, au risque de gâcher le suspense et de perdre la moitié de nos spectateurs, nous allons le dire franchement. De rien. Parce que la réponse courte est probablement non. La réponse longue est probablement non, mais avec un astérisque. Malgré toutes les rumeurs qui circulent, le fait demeure qu'attaquer l'Ukraine serait un suicide pour le président biélorusse Alexandre Loukachenko, l'équivalent géopolitique de vous ou de moi. Ou moi m'approchant d'un grizzly affamé, le giflant sur la gueule et m'attendant à ce que tout se termine bien. Alors pourquoi ? Vous pourriez demander pourquoi on en parle aujourd'hui. La réponse est simple. Si la logique militaire indique qu'une attaque n'est pas à l'horizon, cela ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Actuellement, à Minsk, Moscou et Kiev, des calculs fébriles sont en cours. Ce qui pourrait remplacer une attaque armée serait peut-être la manœuvre la plus lourde de conséquences et la plus déstabilisatrice de la guerre en Ukraine depuis des années. Juste avant de poursuivre avec l'épisode d'aujourd'hui, un mot de notre sponsor, Incogni. Vous savez ce qui est étrange ? Il existe des entreprises entières qui se consacrent à collecter des informations sur vous et à les mettre sur Internet. Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, vos proches, vos anciennes adresses, d'autres informations personnelles, tout cela peut se retrouver sur des sites web dont vous n'avez jamais entendu parler et auxquels vous n'avez certainement jamais donné la permission d'utiliser vos données. Beaucoup ignorent l'existence de ces sites jusqu'à ce qu'ils recherchent en leur nom et découvrent la diffusion de leurs informations en ligne. Incogni cherche à résoudre ce problème en aidant à supprimer vos données personnelles des courtiers en données et des sites de recherche de personnes qui les collectent et les vendent. Au lieu de passer des heures à essayer de savoir qui détient vos informations et comment les contacter, Incogni s'occupe de tout le processus pour vous. Mais ce que je trouve vraiment le plus utile, c'est leur fonctionnalité de suppression personnalisée. Soyons honnêtes, Internet est chaotique. Tous les sites exposant vos infos ne figurent pas forcément dans une base de données classique. Avec Incogni Unlimited, si vous trouvez un site web qui détient des informations sur vous en ligne, vous pouvez envoyer le lien à Incogni et leurs spécialistes de la confidentialité se chargeront de demander la suppression de ces données. Au lieu de contacter les propriétaires, remplir des formulaires et suivre leurs procédures, signalez simplement le problème à Incogni qui s'en charge. Je pense que tout le monde devrait essayer ceci. Recherchez votre nom sur Google, voyez ce qui apparaît, puis allez sur Incogni et faites-le via mon lien. Pourquoi pas ? Il est dans la description ci-dessous. Reprenez donc le contrôle de vos données personnelles avec Incogni. Utilisez le code WARFRONT sur incogni.com WARFRONT pour obtenir 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Retour à l'épisode du jour. Dans une guerre marquée par des attaques spectaculaires et mal évaluées contre des positions très défendues, rien pendant la Première Guerre mondiale ne se compare sans doute au front italien. De 1915 à 1917, l'armée italienne a lancé 12 batailles distinctes pour s'emparer des hauteurs le long de la rivière Isonzo et progresser en territoire austro-hongrois. Bien qu'il y ait eu quelques victoires ici et là, l'effet global fut que l'armée italienne passa 2 ans à se jeter sous un feu nourri, perdant près de 650 000 hommes ce faisant et ne gagnant pratiquement aucun territoire. Même dans une guerre qui a connu les bourbiers de la Somme et de Gallipoli, les combats autour de l'Isonzo furent un gaspillage effarant de vies humaines et de ressources. Nous mentionnons cela pour 2 raisons. Depuis jeudi 11 juin, l'opération militaire spéciale de 3 jours de Vladimir Poutine en Ukraine a officiellement duré plus longtemps que toute la Première Guerre mondiale. Il nous a donc semblé approprié de faire un petit clin d'œil à ce conflit. Et aussi, nous l'avons évoqué car toute attaque de la Biélorussie contre l'Ukraine aboutirait, au mieux, à un fiasco militaire similaire à l'échec de l'Italie sur l'Isonzo. Bien que ces 2 nations partagent plus de 1000 km de frontières, ce terrain ne réjouit pas les planificateurs militaires. Bien que plat, le paysage est densément boisé et rempli de marécages, avec seulement un petit nombre de routes menant à la civilisation. Il est également fortement surveillé. Lors d'une visite cette année, le Times de Londres a rapporté des mines terrestres, de grands monticules, des capteurs, des tranchées inondées, ainsi que du fil barbelé, d'importantes fortifications et des défenses anti-chars comme les dents de dragon.
Et cela, c'est avant même d'aborder le type de défense dans lequel l'Ukraine excelle vraiment, à savoir bien sûr les drones. Alors que la grande majorité de la force de drones de Kiev était concentrée là où se déroulent les principaux combats à l'est et au sud, toute tentative d'incursion par la Biélorussie serait précédée par le déplacement de certaines unités ukrainiennes vers la frontière. Mais qu'en est-il d'une attaque surprise ? Je vous entends presque poser la question. Malheureusement pour Minsk, la nature de leur armée rend cela impossible. Comme d'autres ex-républiques soviétiques, la Biélorussie a une force de mobilisation. En cas de menace, Minsk peut réunir jusqu'à 290 000 hommes, mais le délai pour une telle mobilisation n'est pas court et, plus important encore, cela ne pourrait pas se faire en secret. Avec seulement 9 millions d'habitants, retirer 300 000 hommes de la population active ne passerait pas inaperçu pour les services de renseignement ukrainiens. Et sans ces hommes supplémentaires, les forces armées biélorusses sont minuscules. Les estimations varient, mais les données les plus fiables proviennent sans doute du Réseau international d'action stratégique pour la sécurité, ISNS. Dans leur mise à jour de mai, ils ont déclaré, je cite, « L'effectif de l'armée biélorusse peut être estimé à plus de 72 000 personnes. » Fin de citation. Quelques mois plus tôt, l'Institut international d'études stratégiques a publié son évaluation de la taille des forces armées ukrainiennes. Cela représente 677 000 personnes. En d'autres termes, l'armée permanente de la Biélorussie n'est guère plus qu'une erreur d'arrondi comparée à celle de l'Ukraine. Et tandis que les soldats de Kiev sont aguerris au combat, l'Institut Hudson note à propos de la Biélorussie que les troupes du pays n'ont pas été éprouvées au combat. Ensuite, parce que la Russie a pris une grande partie de leur équipement, ils sont mal équipés et leur niveau de préparation est faible. Fin de citation. À titre d'hypothèse, supposons que ces soldats non préparés et non éprouvés au combat lancèrent une invasion de l'Ukraine. Que pourrait-il arriver ensuite ? Selon Lysance, les Biélorusses devaient subir de lourdes pertes humaines avec un succès improbable ou très limité. Non seulement les drones FPV ukrainiens réduiraient en miettes les forces en progression, mais Kiev utiliserait presque certainement ces drones à plus longue portée pour déchaîner l'enfer sur le territoire biélorusse. La Biélorussie compte des sites industriels de défense utilisés par l'armée russe et 2 raffineries de pétrole qui stockent des réserves pour une partie de l'ouest de la Russie. Si Minsk s'impliquait totalement dans la guerre, Kiev attaquerait ces sites. Comme l'a souligné Artem Kreiben pour Carnegie Politica, ces 6 derniers mois, l'Ukraine a compris que ses capacités militaires accrues, surtout les frappes à longue portée, l'ont rendue bien plus forte que la Biélorussie. Loukachenko est incapable de représenter une menace comparable pour l'Ukraine sans assistance extérieure. Fin de citation. Concernant l'aide extérieure, la Russie n'a actuellement qu'environ 1000 soldats à la frontière ukraino-biélorusse. En dehors de cette force symbolique, l'Institut pour l'étude de la guerre estime que Moscou manque de réserves pour soutenir son État client lors d'une possible invasion de l'Ukraine. C'est pourquoi nous étions blasés dans notre introduction. Une véritable invasion biélorusse de son voisin du Sud ne serait pas une attaque éclair suivie d'une marche sur Kiev. Ce serait plutôt un événement que le monde anticiperait, probablement conclu par les pilotes de drones ukrainiens détruisant l'armée d'invasion ou frappant des cibles militaires au cœur de la Biélorussie. Dans le pire des cas, du moins du point de vue de Minsk, cela pourrait même conduire à l'effondrement du régime Loukachenko. L'idée d'entrer en guerre est profondément impopulaire en Biélorussie. Les sondages de Chatham House révèlent que seuls 27% des Biélorusses soutiennent la Russie dans la guerre, et un sondage de 2023 indique que seulement 2% appuieraient à l'envoi de leur armée en Ukraine. S'adressant au Times de Londres, la chef de l'opposition Tsikhanouskaya a même suggéré qu'il pourrait y avoir un coup d'État militaire si Loukachenko donnait l'ordre d'envahir. Voilà, c'est dit. Toutes les raisons pour lesquelles nous sommes aussi sûrs que possible qu'une invasion de l'Ukraine par la Biélorussie irait à l'encontre de toute logique. Surtout alors que la Maison-Blanche de Trump tente d'améliorer les relations avec Minsk et pousse les États européens à lever les sanctions sur la potasse biélorusse. Lancer une attaque non provoquée maintenant, qui finirait probablement par un échec, serait d'une stupidité sans nom. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Les alertes des plus hauts niveaux du gouvernement ukrainien ne sont jamais lancées sans raison. En ce moment, comme l'a noté Dmytro Kuleba, il se passe quelque chose. La grande question alors, c'est de savoir ce que c'est. Quels calculs sont en cours à Minsk, Moscou et Kiev qui ont déclenché la machine à rumeurs ? Et les réponses possibles à cette question, oui au pluriel, ne sont pas seulement fascinantes en soi. Elles pourraient annoncer l'un des plus grands bouleversements de la guerre en Ukraine depuis longtemps. Mais avant d'aborder les théories autour des récentes actions du Bélarus, et croyez-moi, certaines sont vraiment incroyables, faisons une petite pause pour vous parler de notre dernière nouveauté dans l'univers Warfronts, à savoir Frontstar Frontstoko.
Frontstoko, c'est notre plateforme professionnelle destinée à ceux qui apprécient notre chaîne principale et souhaitent un contenu plus approfondi et pointu. Chaque semaine, je publie 2 vidéos explorant des conflits méconnus qui façonnent notre monde. Nous publions aussi 3 longs articles d'experts sur des sujets comme l'impact de la campagne ukrainienne de frappe à moyenne portée et la déconstruction du mythe d'un manque de blindés en Russie. Nous couvrons aussi le Soudan, le Mali, la Somalie et plus encore, avec un podcast hebdo sur l'actualité du Moyen-Orient, la guerre en Ukraine n'étant pas notre seul sujet. J'oublie souvent de parler du documentaire exclusif de 80 minutes sur la Corée du Nord, sorti la semaine dernière pour nos abonnés. L'abonnement coûte seulement 5 $ par mois ou 50 $ par an, c'est Frontstoko. Vous pouvez y jeter un œil si vous aimez ce que nous faisons ici sur la chaîne. Et maintenant, retour au paradis de la pomme de terre que nous appelons la Biélorussie. Tactique de pression. Pour comprendre les calculs qui peuvent se faire à Minsk, il vaut la peine de regarder les avertissements précis que lancent ceux du côté ukrainien. En avril, Zelensky a publié sur Telegram que, je cite, selon les renseignements, des travaux de construction de routes dans les zones menant à l'Ukraine et l'installation de positions d'artillerie sont en cours dans la région frontalière biélorusse. Fin de citation. Il y a quelques jours, la chef de l'opposition biélorusse, Tsikhanouskaya, semblait le soutenir, déclarant au Times que des Biélorusses ordinaires nous ont dit que des infrastructures militaires sont installées, inutiles si le pays ne se préparait pas à la guerre ou à une escalade. Cela rejoint d'autres observations sur l'armée du pays, moins puissante que celle de l'Ukraine, mais qui s'entraîne intensivement. Artem Kreibenko souligne que les soldats biélorusses sont piégés dans un cycle sans fin d'exercices, de manœuvres conjointes et de tests de préparation au combat. C'est précisément ce qu'une nation ferait si elle redoutait une guerre. Et regardez, j'emploie le mot « craignait » de façon tout à fait délibérée, parce que cela suggère quelque chose qui pourrait être la clé de toute cette affaire. L'idée que Minsk puisse être terrifié à l'idée d'une guerre avec l'Ukraine, mais pense aussi qu'elle pourrait y être entraînée malgré tout. Pour expliquer ce que nous voulons dire, revenons à l'entretien avec Dmitry Kuleba. Peut-être que le moment le plus important a été lorsqu'il a dit « Loukachenko se prépare soit à la guerre, soit il montre qu'il s'y prépare ». Veut-il la guerre ? Certainement pas, mais ce n'est pas un homme libre. Ce qu'on lui dit de faire, il devra finir par le faire. Il manœuvre, mais quelque chose se passe en Biélorussie. Kuleba affirme qu'Alexandre Loukachenko n'est pas libre, évoquant le changement majeur de la politique étrangère biélorusse depuis 2020. Avant cela, Loukachenko avait longtemps essayé de maintenir son pays entre la Russie et l'Europe, jouant l'une contre l'autre. Tout a changé avec l'élection de 2020. Des observateurs indépendants affirment que Loukachenko a presque certainement perdu face à Sviatlana Tsikhanouskaya, mais il a falsifié les résultats au lieu de reconnaître sa défaite, provoquant d'importantes manifestations. Pendant un moment, il a semblé que Loukachenko allait être renversé par une révolution populaire. Ce qui lui a sauvé la mise, c'est le soutien de la Russie, un soutien qui a eu un coût très élevé. Depuis lors, et surtout depuis que les forces russes ont utilisé la Biélorussie comme rampe de lancement pour l'invasion à grande échelle, en 2022 Moscou a systématiquement pris le contrôle de tous les aspects de la vie biélorusse. Aujourd'hui, Minsk est de fait un État fantoche. Loukachenko a une marge de manœuvre limitée en communication et politique intérieure, mais il ne peut plus refuser une demande du Kremlin, ce qui complique sa situation. En ce moment, il est clair que l'effort de guerre de la Russie rencontre des difficultés. Alors que les forces du Kremlin réalisent des avancées progressives dans certains secteurs, notamment autour de Kostiantinivka, ces gains se font au prix de pertes colossales, au moment même où les chiffres du recrutement russe commencent à stagner. L'économie semble vaciller, les frappes ukrainiennes à moyenne portée causent tous des ravages dans la logistique russe, et des drones à plus longue portée bombardent Saint-Pétersbourg. En résumé, la situation paraît pire pour Moscou qu'à tout moment depuis l'automne 2022 quand l'Ukraine a repris des milliers de kilomètres carrés autour de Kharkiv et Kherson. Nous savons déjà que, acculé, Poutine préfère toujours escalader la situation. Mais ces options sont limitées. Les armes nucléaires semblent avoir été écartées depuis que Xi Jinping a exprimé son mécontentement en 2022. Une mobilisation générale offrirait à la Russie un avantage massif en main-d'œuvre, mais serait aussi très impopulaire dans le pays. Cela laisse quelques inconnues. L'une d'elles est une attaque potentielle contre un pays de l'OTAN, une démonstration de force massive destinée à terrifier l'Europe pour la pousser à négocier et à cesser tout soutien à l'Ukraine. Mais cela comporte d'énormes risques. Pour Vladimir Poutine, il serait moins risqué que la Biélorussie ouvre un nouveau front au nord de l'Ukraine. L'expert militaire ukrainien Yevgen Diki a déclaré au journal Le Monde « La Russie doit ouvrir un nouveau front de faible intensité pour obliger l'armée ukrainienne à disperser ses forces. » Si c'est le cas, le calcul pour Vladimir Poutine n'est pas de savoir si une invasion biélorusse de l'Ukraine réussit ou échoue, mais si cela force Kiev à engager assez de troupes au nord pour que Moscou ait une opportunité d'avancer à l'est.
C'est une vision très simplifiée. Même si Alexandre Loukachenko engageait toute son armée contre l'Ukraine, cela n'aiderait pas forcément l'offensive russe dans le Donbass. Comme l'a noté l'analyste Jonas Skolera, je cite, « Pour qu'un nouvel accès par le nord soit viable, la Russie devrait déployer de grandes formations, du matériel lourd et une logistique en Biélorussie, ce qui obligerait Moscou à affaiblir d'autres fronts. » Fin de citation. Pourtant, Vladimir Poutine pourrait juger que ce pari en vaut la peine. Si l'on admet qu'Alexandre Loukachenko subit une forte pression du Kremlin pour agir audacieusement, la situation devient bien plus imprévisible. Car Minsk a d'autres options que de lancer une attaque suicidaire contre Kyiv si elle décide de s'impliquer totalement dans la guerre. Et précisément l'option que choisira Alexandre Loukachenko pourrait avoir des conséquences qui résonneront dans toute l'Europe. Sacrifice de sang. Dans un article récent pour le Hudson Institute, Luc Coffey a exposé plusieurs scénarios concernant l'entrée du Bélarus dans la guerre en Ukraine. Le scénario qui plairait sûrement le plus à Poutine est sans doute l'idée d'un raid en profondeur dans l'ouest de l'Ukraine. Bien que Kyiv soit souvent évoqué comme cible potentielle de toute attaque, la frontière du Bélarus avec l'Ukraine s'étend loin vers l'ouest, jusqu'à la frontière avec la Pologne, le pays par lequel transite la majorité du matériel fourni par les membres de l'OTAN. Cela signifie qu'il existe un certain nombre de routes de transport extrêmement précieuses qui traversent l'ouest de l'Ukraine, juste au sud du Bélarus. Et selon Coffey, il est possible que Minsk tente de couper ces routes lors d'un raid. Je cite, « Le Bélarus n'aurait pas besoin d'occuper le territoire ukrainien dans ce scénario. Il pourrait plutôt couper des axes routiers, ferroviaires, ou viser des carrefours et ponts clés pour perturber le réapprovisionnement occidental. » Le simple fait de maintenir l'ouest de l'Ukraine sous une menace et une pression constante pendant longtemps pourrait perturber le flux de l'aide occidentale. Fin de citation. À cette liste de cibles, la Jamestown Foundation ajoute la centrale nucléaire de Rivne. Située à seulement 60 km de la frontière, elle fournit de l'électricité à Kyiv. Vu les problèmes causés à l'Ukraine par l'occupation russe de la centrale nucléaire de Zaporijia, cela pourrait être une cible tentante pour Minsk. Rien de tout cela ne remet en cause nos points du premier chapitre. La frontière ouest de l'Ukraine est aussi très surveillée et la Biélorussie demeure en net désavantage militaire. Il en va de même pour un autre scénario potentiel mis en avant par la Jamestown Foundation, une invasion de l'oblast de Tchernihiv au nord-est de Kyiv, où les troupes essaieraient d'établir une zone tampon d'environ 20 km de profondeur. Bien sûr, il existe toujours des moyens pour Moscou et Minsk d'essayer de contrer la supériorité militaire de l'Ukraine. Vladimir Poutine pourrait ordonner une nouvelle mobilisation limitée pour recruter 100 000 hommes, à transférer en Biélorussie afin de soutenir ou diriger l'invasion. Cependant, le problème reste que tout le monde s'y attendrait. Selon la fondation Jamestown, un tel déploiement prendrait 3 à 4 semaines, sans compter la mobilisation. Si Vladimir Poutine choisissait cette option, l'Ukraine aurait largement un mois pour se préparer. Cependant, l'action militaire n'est pas tout ou rien. Que Vladimir Poutine le pousse ou non à envahir, Alexandre Loukachenko sait qu'une telle action pourrait détruire son régime, expliquant sans doute pourquoi une situation entre paix et guerre paraît la plus probable. Dans ce scénario, la Biélorussie mobiliserait ses troupes et déploierait à la frontière ukrainienne sans intention d'envahir. Au contraire, il s'agirait de faire croire que Minsk va envahir, obligeant Kyiv à déplacer des ressources pour défendre une zone que Loukachenko ne compte pas attaquer. Comme le souligne Luc Coffey, Minsk a déjà procédé ainsi. En 2024, Loukachenko a déployé un tiers de ses forces à la frontière. Personne ne croyait vraiment qu'une attaque allait avoir lieu, mais l'Ukraine a tout de même été obligée de déplacer des troupes pour contrer la menace. Selon l'article de Coffey pour l'Institut Hudson, la Biélorussie pourrait soit mobiliser et se préparer à un conflit avec l'Ukraine, soit faire des déclarations publiques indiquant qu'elle prévoit de le faire dans un scénario similaire. Les deux options pourraient amener à déplacer beaucoup de forces vers la frontière sans la franchir. Même si cela ne mène pas forcément à une incursion, Kyiv doit la prendre au sérieux. Fin de citation. Loukachenko a peut-être bien estimé que ce serait pour lui la meilleure ligne de conduite. Cela détournerait des troupes ukrainiennes du front Est, permettant à Poutine de relâcher la pression, sans donner à Kyiv de raison de bombarder la Biélorussie. Ce mouvement à la frontière ukrainienne n'est pas la seule option. Dans son interview, Kouleba a indiqué que la Biélorussie pourrait simuler un renforcement militaire à la frontière avec la Pologne ou la Lituanie pour intimider l'OTAN ou la pousser à privilégier sa défense à celle de l'Ukraine. Même cette stratégie présenterait de grands risques pour Loukachenko. Le problème avec le bluff, c'est que parfois les gens vous croient. C'est ce qui est arrivé à Saddam Hussein. Il a prétendu posséder des armes de destruction massive pour effrayer les Iraniens, mais son bluff a convaincu les États-Unis d'envahir l'Irak pour les chercher et les détruire. Quelque chose de similaire pourrait arriver ici.
Si Loukachenko faisait beaucoup de bruit sur une invasion de l'Ukraine, il risquerait de convaincre Kiev qu'une frappe préventive est nécessaire pour se protéger, ou un incident imprévu à la frontière pourrait provoquer des échanges de tirs. Ou, vous savez, un million d'autres choses qui pourraient transformer un bluff en un combat sanglant. L'Institut McDonald-Laurier souligne que la Biélorussie borde l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Les conséquences d'un accident pourraient donc aller bien au-delà d'un conflit bilatéral. Fin de citation. Encore une fois, Loukachenko n'est pas stupide. Il est probablement conscient de tout cela, ce qui explique peut-être pourquoi il semble actuellement si désireux d'éviter de provoquer l'Ukraine. Le 6 juin, il a dit dans un discours « Devons-nous aller nous battre en Ukraine selon la volonté de quelqu'un d'autre, servir de chair à canon ?» Non, nous ne voulons pas cela. Maintenant, en supposant que nous ayons raison sur ce qui se passe en coulisses, que Poutine essaye de forcer Loukachenko à prendre une décision potentiellement décisive. Pendant que Loukachenko essaie désespérément de gagner du temps face à cette demande, cela pourrait alors expliquer beaucoup de rumeurs et d'incertitudes qui circulent en ce moment. Mais il y a une autre option, qui suggère que la source de toutes ces rumeurs n'est de ni Minsk ni Moscou, mais Kiev. Dans son article pour Carnegie, Artem Kreipman a souligné que ces rumeurs n'apparaissent pas dans le vide. Elles interviennent alors que la Maison-Blanche de Trump cherche à normaliser les relations avec la Biélorussie et à pousser les États européens à faire de même. Selon ces mots, cela ressemble à une parodie de justice pour l'Ukraine, surtout alors que la guerre se poursuit. Kiev semble apparemment craindre qu'après avoir testé ce schéma avec Loukachenko, cette normalisation progressive des relations puisse être étendue aux relations avec la Russie. Fin de citation. Ainsi, l'Ukraine pourrait signaler une possible attaque biélorusse avec deux objectifs en tête. D'abord, compliquer la tâche des États de l'OTAN pour se rapprocher de Minsk en rappelant que Loukachenko est à la botte de Poutine. Et deuxièmement, souligner en même temps à Loukachenko à quel point l'Ukraine est désormais bien plus puissante que la Biélorussie. Comme le dit Tredman, puisque la Russie n'agit pas selon les sentiments de Loukachenko sur l'Ukraine, garder Minsk en alerte ne présente plus vraiment de risque pour Kiev. Et cela peut donc être fait de temps en temps uniquement à titre dissuasif. Fin de citation. Tout cela place donc cette vidéo dans une fascinante zone d'incertitude. La logique militaire montre que la Biélorussie n'attaquera pas l'Ukraine, car ce serait suicidaire. En même temps, Poutine pourrait essayer de faire pression sur Minsk pour qu'il le fasse quand même, puisqu'il sait que le régime de Loukachenko s'effondrerait sans le soutien russe. De son côté, Loukachenko pourrait essayer de simuler des préparatifs d'attaque dans l'espoir que ces manœuvres suffisent à satisfaire Poutine. Et au-dessus de tout cela plane la possibilité bien réelle que rien de tout cela ne soit vrai et que ce à quoi nous assistons en réalité soit une opération informationnelle ukrainienne qui se déroule en temps réel, conçue pour maintenir Loukachenko effrayé et la Biélorussie isolée. Comme nous l'avons dit, c'est vraiment fascinant. Et soyons honnêtes, aucun d'entre nous ne pourra dire avec certitude ce qui se passe avant bien longtemps, une fois les combats terminés et que les historiens auront enfin la possibilité d'examiner les archives de cette époque dans les 3 capitales. Mais pour l'instant, terminons cette vidéo en revenant aux paroles de Dmytro Kuleba, car peu importe la possibilité que vous jugez la plus probable, il est clair qu'il se passe quelque chose en Biélorussie. Cela pourrait être un bluff ou des préparatifs pour une invasion imprévisible imposée à Minsk par le Kremlin, qui y voit une ultime chance de briser l'enlisement de la guerre. La seule chose certaine, c'est que nous allons le découvrir dans un avenir proche. Merci de votre attention.